Ok, Shalom, j'espère que cette fois-ci ça ira. Ok, j'espère que cette fois-ci ça ira. Donc, je disais que on se trouve dans une période où les halachot de Pessah doivent être selon la situation. Ok. La halachot de Pessah ne bouge pas, mais des fois il faut donner des conseils pour pouvoir faire en sorte comment une grand-mère, un grand-père va faire son Pessah tout seul, comment on va vendre le Hametz cette année-là, etc. Tout la halachot d'un Pessah restreint, qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est interdit. Il y a beaucoup de choses à dire. Okay. Alors on va essayer, avec l'aide de Dieu, le maximum de dire. Bien entendu, on ne pourra pas tout entourer. Les halachot de Pessah sont très très grandes. Okay. Mais on va essayer de s'organiser, donner une ligne de conduite. Tout d'abord, je voudrais commencer par le Baal Shem Tov Alav Shalom, qui dit que le Baal Shem Tov Alav Shalom qui dit qu'à chaque situation qu'une personne se trouve, à chaque situation qu'un juif se trouve, il y a un travail qui correspond à cette situation. Des fois, Akadosh Baruch Hu veut qu'on le travaille de cette manière, qu'on le sert de cette manière, et des fois, Akadosh Baruch Hu il veut qu'on le serve d'une autre manière. C'est pas toujours nous qu'on choisit les manières de servir Akadosh Baruch Hu, mais la manière qu'Akadosh Baruch Hu nous fait présenter, à ce moment-là, c'est la manière qu'on va essayer avec l'aide de Dieu de servir Akadosh Baruch Hu. Maintenant, ceux qui nous entendent, c'est important que vous m'inscrivez des questions de Pessah, si vous en avez tout au long du déroulement de ce cours-là, ou bien des remarques, ou bien des questions, etc. Comme ça, on essaie de faire une étude ensemble. Akadosh Baruch Hu, Karega maintenant, vu que c'est lui qui dirige son monde, et c'est lui qui fait les choses comme il pense le faire, il nous a donné une situation que pour nous, ça paraît une situation qui est changeante, qui n'est pas habituelle, certainement, mais pour lui, c'est dans son programme. Donc nous, on va rentrer dans le programme d'Akadosh Baruch Hu et essayer de donner un maximum d'halachot qui correspondent à cette période-là, avec l'aide de Dieu. Je ne sais pas si je vais aller dans l'ordre, mais je vais soulever des sujets, soulever des sujets qui sont des sujets actuels, des sujets qu'on entend, on nous pose des questions, on entend des rabbinim parler, etc. etc. Okay. Tout d'abord, on va faire une petite organisation technique. Ce Shabbat, c'est le Shabbat Hagadol. Alors, donc, Shabbat Hagadol, on est, si la situation si la situation ne nous le permet pas, et on est toujours en bidoud, on est toujours en confinement, alors on devrait savoir que ce Shabbat, c'est un Shabbat important, qui s'appelle Shabbat Hagadol, et surtout le point important, c'est de traiter la halachot de Pessah. Alors voilà, une première question qu'on me pose là, Shalom, pas de matzot, peut-on faire soi-même Non, on ne peut pas. On ne peut pas, c'est très compliqué de faire des matzot soi-même si on n'a pas appris, s'il n'y a pas un rave qui est au-dessus de notre qui surveille. Il faut beaucoup d'halachot. Et facilement, si quelqu'un fait des matzot en lui-même, il peut arriver à des matzot qui sont chametz en fait compte. Si quelqu'un ne sait pas la halakha comme il faut, quelle eau prendre, à combien de temps, comment pétrir, comment faire les restants, etc. C'est beaucoup d'halachot. Celui qui a vu ça un jour de sa vie, il voit que c'est très compliqué. Il n'y a rien que des rabbiniques qui se trouvent autour d'eux. Mais je voudrais préciser quand même dans la halachot de la matzah. Okay? Bien entendu, la meilleure matzah, c'est la matzah qui est faite à la main, qui est travaillée donc à la main, ce qu'on appelle matzah shmura avodat yad. Matzah shmura qui est faite à la main. On achète comme ça. Nous à la yeshiva par exemple, en ce moment, Baruch Hashem, on en a. Il faut savoir qu'on en a. Il n'y a pas un manque de matzot malgré la situation. Et on vend 1 kilo.
donc 1000 grammes. Et en fin de compte, il faudra à chacun d'entre nous, chaque personne, 120 grammes. Puisqu'il y a 4 matzot de 30 grammes, il faut manger 4 fois 30 grammes, donc 120 grammes chacun, qui correspond à, si j'ai 1 kilo par exemple, alors faites le calcul, 7 fois, pour 7 personnes, 7 fois 120 grammes. 120 grammes par personne. Alors c'est le mieux, c'est la galette qui est faite à la main. Deuxième catégorie, c'est la matzah en machine, qui est aussi shmura, qui s'appelle aussi matzah shmura, ce qu'on appelle matzah avodat mechona. Celle aussi, elle est bien, pas comme la première. La première, elle est en première catégorie. La deuxième aussi, elle est bien, ça va. Mechonat shmura, matzah shmura avodat mechona. Celle-là aussi, elle est bien. Elle est bien, elle est surveillée, elle a bien entendu avec une cachoute qui correspond, etc. Celle-là aussi, vous pouvez vous l'acheter. Troisième catégorie de matzah, c'est la matzah qui n'est pas shmura, mais qui est cachère les Pessah. Qui est cachère. Maintenant, écoutez bien, tiré par les cheveux, si on n'a que celle-là, on peut être acquitté de même de cette matzah qui n'est pas matzah shmura. Elle est en vérité shmura, mais pas du moment de la ksira, pas au moment de la règle. Comme elle a été aussi surveillée, elle est cachée les Pessah. La preuve, on la mange pendant les 7 jours. Donc si on n'a pas, première catégorie, la matzah shmura fait à la main. Deuxième catégorie, la matzah shmura fait à la machine. On peut prendre cette matzah-là, qui est une matzah, qui est cachée, lorsqu'on n'a pas la shmura main ou machine, on peut se contenter de cette matzah et être acquitté des mitzvot du soir de Pessah et bien entendu des 7 jours. Mais surtout, ce qu'il faut, la shmura, c'est pour la matzah spéciale qu'on utilise le soir du Seder. Il faut le savoir. Voilà les catégories. Maintenant, si on a peu de matzah, il y a aussi des halachot, on va essayer d'arriver, que de se contenter, si on n'a pas, on ne va pas la faire soi-même, parce que comme je l'ai dit, c'est très compliqué. Mais si on n'arrive pas à l'avoir, cette matzah, on prend la simple, et si on n'a même pas la simple, ou bien quelqu'un est dans un endroit qui il y a très peu de matzah, alors qu'au moins qu'il essaye d'avoir les 30 grammes, les premiers 30 grammes, que là, il est acquitté de la mitzvah, de la Torah, de manger matzah le soir de Pessah. Le premier 30 grammes, il est très important, au moins d'avoir ce 30 grammes, ce premier 30 grammes. Et pour les gens qui sont d'un certain âge où c'est difficile de manger, on peut se contenter aussi de 20 premiers grammes. Okay? Voilà. Si j'ai répondu à cette question, vous pouvez continuer tout en étudiant ensemble, poser des questions. Je reviens alors. De temps en temps, je m'arrêterai pour répondre aux questions, mais je reviens à l'ordre. Donc, ce Shabbat-là, nous sommes tous confinés. Ok? Alors, nous sommes à la maison. Qu'est-ce qu'on fait à la maison? Bien entendu, on se prépare pour Pessah. Okay? On sait que Bezrat Hashem, de grands jours se rapprochent pour nous, mais la Torah, c'est la même Torah, et les halachot de Pessah sont les mêmes halachot, et donc il faut se préparer comme il faut à la fête de Pessah. Donc la semaine prochaine, j'arrive au mardi soir prochain. Là, j'ai une question là, on va lire comment se fait-il que les Bnei Israël ont fabriqué spontanément de la matzot hyper cachère le Pessah la première fois de la nuit de la sortie de Mishnah sans aucune halakha de Pessah. Les enfants d'Israël, alors la question qu'on me pose là, comment se fait-il, comment les enfants d'Israël ont su faire la première matzah lorsqu'ils sont sortis d'Égypte? Les enfants d'Israël, ils avaient Moshe Rabbeinu avec eux, ils avaient Aaron, ils avaient les Lévi'im, que eux-mêmes ils étaient toujours versés dans la Torah et dans les mitzvot, et ils savaient les diriger. Alors c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Si on a un rave compétent, qui est au-delà de la fabrication, ça se fait. Même à Natania, il y a des rabbanim qui dirigent des fabriques de matzah fait à la main la veille de Pessah, ce qu'on appelle matzah chassot.
Si vous avez un rabbin comme ça, hein, bien entendu, il s'est dirigé. À l'époque de la sortie d'Égypte, il y avait Moshe Rabbeinu, il y avait Aaron, il y avait les Lévi'im. Voilà, venez, on en arrête là pour cette question-là, comme ça on passe à d'autres questions. Okay. Alors donc, la semaine prochaine, on a le mardi prochain, dans une semaine, le soir, mardi soir prochain, on a la vérification du Hametz. On a la vérification du Hametz. Okay. Maintenant, la vérification du Hametz et pas le nettoyage du Hametz. J'explique. La maison doit être prête à la vérification du Hametz. Okay. C'est pour cela, ces jours-là, okay, voilà, le mari il est à la maison, il est confiné avec sa femme, donc il peut l'aider un peu plus. Okay. Et donc, on nettoie la maison intelligemment. J'explique ce que je dis. Okay. Il y a deux manières de nettoyer la maison. Pour la propreté et pour rechercher le Hametz. Okay. Alors maintenant, pour la propreté, bon, Hachem, mâcherait nos femmes qui préparent la maison, qui la rendent belle, il y a même qui la peignent, etc. Il y a du temps. Maintenant, on est à la maison longtemps, okay, comme ça Dieu l'a voulu. Et c'est bien de la nettoyer, c'est bien de renouveler. On est dans le mois du renouvellement, on est le mois où le peuple d'Israël se renouvelle, on est dans le mois du printemps, et même si on est maintenant, dans une situation que ça nous paraît qu'il y a un arrêt, non, chez Akadosh Baruch Hu, il n'y a aucun arrêt. Et des fois, pour plus, il faut un petit peu paraître, de reculer un petit peu, de s'arrêter pour arriver à une plus grande, pour arriver à la Géoula. Je vous rappelle que même à la sortie d'Égypte, on était la veille de la sortie d'Égypte, dans nos maisons, on ne pouvait pas sortir, alors qu'Akadosh Baruch Hu, il faisait ce qu'il faisait avec les aînés égyptiens, et après on est sorti. Alors donc, tout arrêt, il a une sagesse. Donc on a la maison. Le nettoyage, c'est bien de rendre la maison propre. Ashrenu. Mais seulement, il faut rendre la maison cachère aussi. Donc la vérification que la femme va faire, le nettoyage que la femme va faire, il doit être un nettoyage intelligent. C'est quoi un nettoyage intelligent? C'est un nettoyage qui aussi cherche le Hametz. Et le Hametz, il est malin aussi. Il est de partout. Il est de partout. Il faut savoir le trouver, le Hametz. Il se concentre particulièrement dans la cuisine, mais aussi, il se balade dans toute la maison. Mais seulement pas tellement dans la maison, il se balade aussi dans la voiture qu'on a. Il se balade dans le lieu de travail qu'on a. Il se balade aussi dans les autres maisons qu'on peut avoir à l'étranger. Ou dans les bureaux qu'on a, ou dans les caves qu'on a. Donc il faut être intelligent, de le rechercher, le Hametz, et de l'allumer. De le rechercher, de nettoyer tout le Hametz qui peut se trouver dans les cartables, cartables des enfants, ou bien des femmes, ou bien dans les poches, ou bien dans les côtés du salon, ou bien dans les coins et le recoin de chaque ustensile de la cuisine, etc. Nettoyez bien le frigidaire. Le four, on y arrivera après, mais tout d'abord, est-ce qu'on peut le nettoyer ou pas? Ça, on arrivera tout à l'heure après ça. Le four, il y a une concentration de Hametz terrible. Donc, sur les sillons des fenêtres, le Hametz aussi, il peut se trouver. Dans les ustensiles de la cuisine, le Hametz peut se trouver, etc. Dans la voiture, on sait qu'il y a beaucoup de Hametz, avec des gâteaux, avec des sandwichs, donner un bon coup de nettoyage. Voilà, le Hametz, il est intelligent. Donc nous aussi, on va être plus intelligent que lui et le trouver à l'endroit qu'il se trouve. Une fois que j'ai fini le Hametz et j'ai enlevé de la maison tout le Hametz qu'il fallait, j'ai passé toutes les boissons alcoolisées. Je sais que le whisky c'est Hametz, je sais que la bière c'est Hametz, je sais que dans certains autres alcools, il y a un mélange de Hametz, etc. Alors j'ai enlevé tout. Ainsi, la maison doit être prête. Quand j'arrive mardi prochain
à la vérification du Hametz, la maison est nettoyée. Donc je ne vais pas la nettoyer au moment de la vérification. Et d'un seul coup, je vais me retrouver devant des questions. Ah, ça c'est Hametz ou c'est pas Hametz? Ça, il y a du Hametz qui est mélangé ou pas? C'est le problème, c'est pas quand le Hametz est évident, comme dans des pâtes. C'est quand le Hametz, il a un mélange. Il se trouve dans des ingrédients, dans des produits où certains ingrédients sont Hametz. Alors que l'ingrédient en lui-même, il n'est pas Hametz en général, mais il a en lui un mélange de Hametz. Donc il faut s'y connaître. Quand je vais faire la vérification, je ne vais pas commencer à chercher, à classer, etc. Ça, je dois le faire maintenant. Je résume. La maison doit être prête ça veut dire cacher les Pessah, en vue de la vérification qu'on fera le mardi soir prochain. Okay? Ça, c'est le mardi soir prochain. Une fois que j'ai fait la vérification, alors je voudrais dire quelque chose de très important dans la vérification. La vérification du Hametz qui se fait à la lumière d'une bougie, ou bien si on a peur de la bougie, on peut prendre une lampe, mais commencer avec la bougie un coin et continuer avec la lampe. Si par exemple on a peur que ça brûle ou quelque chose comme ça. Mais les quatre là, on doit la faire avec une bougie. Okay? La vérification du Hametz est sérieuse. Ça, c'est important de le dire. La vérification du Hametz, la vérification du Hametz est très sérieuse. Et donc, il y a qui disent, j'entends, une erreur qu'il faut la rectifier. Vous savez que pendant la vérification du Hametz, avant que je fais l'abdika, quelqu'un prend des petits morceaux de pain, de Hametz, moins de kazaït, à 10 grammes, il entoure d'aluminium par exemple, quelque chose comme ça, et il le cache 10 morceaux. Vous connaissez ce minag là? On le met dans les 10 coins et recoins de la maison. Et le papa, disons qu'il cherche, la vérification peut être faite par la maman, ou le papa peut s'aider aussi de ses grands-enfants, qu'il a confiance en eux, s'il sait bien vérifier. Et donc je rentre dans cette chambre, je trouve le morceau de pain que mon fils ou ma femme m'a mis dans un endroit évident, et j'ai fini la chambre. C'est une erreur. La vérification n'est pas de rechercher les 10 morceaux de pain. La vérification est de chercher le Hametz. De vérifier les coins et recoins, chaque chambre après chaque chambre, les endroits où il est possible qu'il y a du Hametz à cet endroit-là. Et donc, vérifier, n'achon qu'on a nettoyé, mais il faut vérifier ce qu'on a nettoyé. N'achon que le nettoyage, il aide à la vérification, et il facilite la vérification. Mais seulement, il faut savoir qu'il faut quand même vérifier. Pour vérifier tous les coins et recoins de chaque chambre, et chaque chambre d'une manière très sérieuse, et passer, etc. Et des fois on a des questions, est-ce que tu as bien vérifié les poches, est-ce que tu as nettoyé les cartables, est-ce que tu as nettoyé toutes sortes, des fois on met dans des sacs, ou bien comment on dit, des petits sacs que la femme elle prend quand elle sort dehors, ou le mari, etc. Elle met du Hametz, elle met du manger. Est-ce que ça a été vérifié, etc. Poser des questions pendant la vérification, on a le droit. Ainsi, on sait, par exemple, je donne une chose que moi, je suis macui de faire, c'est de mettre ma main dans les coins et recoins du salon, sur les côtés, et vérifier s'il n'y a pas du Hametz. Il y a des morceaux du Hametz. On sait que le Hametz, même des petits morceaux, ils sont interdits qu'on ait cela pendant Pessah. Et donc, cette vérification, elle se fait d'une manière avec la bougie. On a dit que s'il a peur avec la bougie, ou bien il n'arrive pas avec la bougie, qu'il commence avec la bougie et qu'il continue avec une bonne lampe, et qu'il vérifie en dessous des lits, qu'il ouvre les tiroirs, qu'il regarde dans les sacs, etc. Qu'est-ce qui se passe? Et à ce moment-là, il finit sa vérification. Une fois qu'il finit la vérification, et il a trouvé en chemin les 10 morceaux, on a dit que le but, c'est pas de trouver les 10 morceaux, mais c'est de vérifier. Et aussi, en chemin il a trouvé les 10 morceaux,
il fait l'annulation du Hametz qui n'a pas été vu. Parce que à ce moment-là, j'ai du Hametz sur le coin qui est posé, que je peux manger encore ce soir, ou que je peux manger le lendemain, mercredi matin, jusqu'à disons environ 9 heures, je peux le manger encore, avant de le brûler. Mais ce Hametz là que je peux encore manger, je l'ai mis dans un coin bien précis, qui ne s'éparpille pas, alors que j'ai fait la vérification déjà. Donc, une fois que j'ai fini la vérification du Hametz, maximum ce que j'ai, c'est dans un coin bien spécial, j'ai du Hametz que je veux manger. Je ne suis pas obligé. Je ne suis pas obligé de manger du Hametz ce mardi soir-là, après la vérification. Mais si je veux, je peux. Notamment, excusez-moi. Alors, notamment, ok, alors maintenant, si je ne veux pas manger, par exemple, alors bien entendu, le Hametz que j'ai trouvé et les petits morceaux là, vous savez, les 10 petits morceaux qu'ils sont faits pour être brûlés le lendemain, je les mets de côté. Je les mets de côté, je les recouvre, je peux même la mettre en dehors de la maison en vue de les brûler le lendemain. Voilà, la vérification, l'annulation de ce qui n'a pas été vu, la mise de côté du Hametz qui me reste. Le lendemain, donc, j'arrive au mercredi matin, veille de Pessah, et à ce moment-là, je peux manger le Hametz, là, on me dit, jusqu'à 9h30 environ, et de le brûler, jusqu'à 10h30 environ. Voilà, de le brûler. Le brûler. Alors, on sait qu'on ne peut pas trop s'éloigner. En bas de la maison, on peut trouver un petit coin. Pas besoin de faire un grand feu. Mais on n'a pas besoin de faire un grand feu et de le brûler là-bas. Et à ce moment-là, je le brûle. Et une fois que je le brûle, je fais l'annulation du Hametz qui a été vu et du Hametz qui n'a pas été vu. Et donc, en bas de la maison, je descends, je prends l'ascenseur, je ne m'éloigne pas, je suis vraiment en bas de la maison, dans un coin, je brûle le Hametz, et si je ne veux pas descendre en bas de la maison, je peux le brûler aussi dans la maison. Je fais attention, je prends une boîte en fer et je le brûle. Ce n'est pas obligé d'être dehors, etc. Mais le tout, c'est de le brûler, l'éliminer. Une fois que j'ai fini de le brûler et de le brûler, là, je fais l'annulation de ce que j'ai vu et ce que je n'ai pas vu. C'est fini. Ça, c'est mercredi matin. Donc, on a parlé du nettoyage. Je répète, je dis encore une idée sur le nettoyage, que le nettoyage, il concerne les endroits que je sais que j'ai rentré du Hametz là-bas, ou que j'ai un doute, mais tous les endroits que je suis sûr que le Hametz n'est pas rentré dedans, je ne suis pas obligé de vérifier. Okay? On a dit, le nettoyage, on peut le faire où on veut, même le mur, on peut le nettoyer. Okay? Mais les endroits qui sont obligés en vue de la vérification du Hametz, ce sont là que les endroits qui y a un doute, ou bien il y a une certitude, bien entendu, ou bien un doute que peut-être là, un enfant, ou bien moi-même, j'ai rentré du Hametz dans cet endroit-là, et donc je dois vérifier. Okay? Une halakha qui me vient, okay? le manger, il y a certains qui ont des bêtes à la maison. Par exemple, moi, j'ai des poissons à la maison, okay? Et le manger que je leur donne pendant Pessah, ce n'est pas le manger habituel. Okay? Le manger du poisson et Hametz. Voilà. Il fallait y penser. Okay? Mais le manger du poisson et Hametz. Okay? Alors, qu'est-ce qu'on va leur donner pendant 7 jours? Les pauvres, ils ne vont pas mourir, pas agoniser. Okay? Même le manger des oiseaux, il peut être Hametz. Okay? Il faut voir. Généralement, c'est tous des céréales qui ont été décomposées, etc. Et donc, c'est un problème. Comment on fait? Alors, par exemple, pour les poissons, on leur achète des petites bêtes. Le manger du poisson, s'il y a des petites bêtes, on arrête de leur donner, disons, 2-3 jours avant leur manger habituel, qui est Hametz d'une manière certaine. Bien entendu, on nettoie l'aquarium tout autour
qu'il n'y a pas du chametz qui a été, qui s'est posé, qu'on leur donne à manger, quand des fois du chametz se disperse là-bas tout autour de l'aquarium, et on leur donne des petits verres. Ça se vend, des boîtes de chametz, des petits verres, voilà un exemple. Il faut voir à chaque animal, quel manger on leur donne qui est caché les pessars. On n'a pas le droit d'avoir ce chametz à la maison, même si c'est pour les bêtes. On n'a pas le droit de posséder, on n'a pas le droit de leur donner. Donc, il faut voir exactement quel manger leur donner. Chacun vérifiera à mon animal quelle est l'alternative cacher les pessars que je peux donner à mon animal. Okay? Alors, je reviens au programme. Okay? Donc, je suis à mercredi matin. J'ai fini le fait de brûler le chametz. J'ai trouvé comment le brûler, comment l'expliquer. Mercredi soir, c'est la fête de Pessah, c'est le Seder. On va y arriver, Bezrat Hashem, Idbarach. Okay. Donc, Pessah, cette année, c'est mercredi soir, et mercredi soir, et la fête, donc, c'est jeudi. Donc, jeudi Pessah, c'est Yom Tov, qui commence mercredi soir. Mercredi soir, ce sera le Seder, où on sera assis devant notre matzot, notre vin, etc. Tout ce qu'il faut avoir pour la fête de Pessah. On va répondre à des questions. On a dit on ne répond pas dans l'ordre. On va essayer de donner des halachot qui sont actuels. On sait que cette maladie-là, que Dieu guérit tous les malades d'Israël et du monde entier, et qu'il enlève cette épidémie-là du corona. Mais on sait que cette maladie, que Dieu nous en préserve, elle touche les gens qui ont un certain âge. Et donc, on a peur de faire un Pessah en famille, et qu'il y a ces personnes âgées avec nous, ces grands-mères, ces grands-pères, ces gens que toute leur vie, ils ont fait les Pessah pour nous-mêmes, on va les laisser seuls à la maison, de peur que. Alors, Bémet, c'est une réflexion chez les Chachamim, cette situation-là. Il y a qu'ils ont voulu permettre le Zoom. Vous savez, c'est quoi le Zoom? C'est, je règle des iPhones, des iPads ou des ordinateurs, etc. avant Pessah, et pendant Pessah, je vois j'ai une diffusion qui est associée, une association de diffusion, la maman qui se trouve seule dans la maison, le papa qui se trouve seul dans la maison, les enfants qui sont avec leur famille, les petits-enfants, etc. Et de cette manière, c'est une certaine participation qu'ont les grands-mères et les grands-pères en voyant par ce zoom-là, à travers ce iPhone, les enfants en train de faire le Pessah. Okay? Est-ce que c'est parmi ces choses-là? Certains rabbins ont permis, nous on ne le permet pas. Ces choses-là, nos maîtres ne permettent pas, la plupart des maîtres ne permettent pas cette chose-là. Okay? On me fait dire que même les jeunes, ils reçoivent, mais quand même, il y a un potentiel plus grand, une probabilité plus grande que les personnes âgées, comme on le voit en Israël, presque, si je ne me trompe pas, okay? Tout le monde, tous ceux qui sont partis, que Dieu repose leur âme, ils étaient au-dessus de 70 ans, 80 ans, en Eretz Israël. Je ne sais pas ce qui se passe en Chutz La'aretz. Donc oui, il y a quand même une probabilité plus grande chez les personnes âgées. Okay? Pour répondre à la question qu'on vient de me poser, on me dit, même les jeunes, c'est moins les jeunes dans la probabilité, mais il faut faire attention, vous avez raison, il faut faire attention à tout le monde. Mais en tous les cas, qu'il y ait dans le CEDER des personnes âgées, il y a une plus grande probabilité de recevoir cette maladie. Donc, mais est-ce que le Zoom, je reviens à la question, il sera une solution? Non, ce n'est pas une solution. Elle est préférable que cette grand-mère et ce grand-père soient tout seuls à la maison que de faire une interdiction le jour de Yom Tov, pas quand les rabbins qui ont voulu permettre ça. Ok. Maintenant, je rentre un sujet. Je rentre un sujet qui est important. Okay? Mais je voudrais qu'on consulte des docteurs. Moi, j'ai consulté des rabbinim. S'il n'y a pas trop de monde,
des fois, on divise bien la famille d'une manière qu'on peut permettre, oui, à ses grands-mères et ses grands-pères de venir avec nous lorsqu'il n'y a pas de petits-enfants, par exemple. On n'invite pas tous les enfants, donc les petits-enfants. On invite les grands, on invite les petits-enfants qui sont plus grands, etc. Et si on dit à ce grand-père et à ce grand-père, ou cette gens qui a un certain âge, bon, reste à 2 mètres avec le masque, on fait attention à se laver les mains, tu as ta chambre, tu as tes toilettes, etc. Et nous, on sera prudent que personne ne s'approchera d'eux. Il y a des rabbins qui ont permis. Bien entendu, je ne suis pas un pot sec pour prendre le risque, mais il y a qui ont permis. Il dit, s'il y a toutes les précautions qui sont prises, pourquoi ça les toucherait? Les fenêtres sont ouvertes, ils sont à 2 mètres, il y a le masque qui protège, etc. Et donc, il faut faire très attention. Qu'ils ont leur toilette, qu'ils ont leur chambre à eux, etc. Si on n'est pas capable de faire aussi attention que cela, il y aura des petits-enfants qui vont courir vers la grand-mère, le grand-père, ou bien, et donc il y a cette impossibilité. Donc, qu'est-ce qu'on fera? On expliquera à ces personnes comment on fait un seder, même seul. On leur explique, voilà, maman, papa, tu vas faire le kiddush ici, acheter, voilà, des personnes, ils m'ont dit, on achète des agadotes, des agadotes qui sont expliquées. Il y en a beaucoup, aujourd'hui la diffusion, elle est très grande, et donc de ce fait-là, prenez des bandes agadotes, avec les explications qui suivent, un après l'autre, et on leur explique avant Pessah, voilà, là tu prends le kiddush, là tu prends la matzah, la relève, chacun fera ce qu'il peut, et Dieu il sait dans quelle situation on est, il sait qu'on est limité par faire un seder habituel, etc. Et il faut savoir, la manière que Dieu nous présente le travail de Pessah, c'est la vraie manière, parce que la vérité des événements, c'est lui qui les sait. Et si Dieu a décidé que ça se passe de cette manière, on va trouver Dieu dans la manière qu'il faut travailler. Dieu se trouve à toutes les situations. Le Baal Shem Tov, il explique quelqu'un qui veut être toujours dans la Torah et dans les mitzvot, etc. Mais après, il doit aller en voyage, il doit aller faire quelque chose, il doit parler à quelqu'un, il doit acheter du manger, etc. Donc il se déconnecte du travail. Oui, ok, ben, il n'y a pas de déconnectation. Dieu, il sait qu'il y a diverses situations, diverses manières de le servir. Et la manière de le servir, cette fois-ci, c'est des fois d'être seul. Ce n'est pas l'idéal, on aurait voulu autrement, mais c'est lui qui décide comment les choses doivent se passer. Et donc, vu que lui, il a décidé, c'est l'idéal. Ce que Dieu décide, c'est l'idéal. Et certainement, ça amènera une grande Yeshua. Ken, alors on me pose une question. On a dit qu'on fait de temps en temps dans le train. Jonathan Brandberg, qui est souvent avec nous dans les cours, que Dieu le protège et tout le monde ici. Comment se couper les cheveux? On a une question pratique en vue de Pessah. Alors on sait, je vais renforcer la question de Jonathan. On sait que il y a le Homer tout de suite après. C'est-à-dire si j'ai pas coupé jusqu'à mercredi matin prochain mes cheveux, je rentre dans Pessah, je rentre dans le Homer, et on n'a pas le droit jusqu'à le lendemain de l'Akba Homer se couper les cheveux. Bonjour à Stivo qui nous a rejoint aussi dans le cours. Alors, la solution que je propose, c'est que ce que je vais faire moi, maintenant, il y a les beaux gosses, ça ne va pas leur arranger ce que je vais leur dire, etc. Il y a des machines à raser. Vous savez comment c'est des machines à raser. On essaye de demander à sa femme, à son fils, sa fille, etc., aux gens qui sont permis de nous coiffer, de passer, voilà, tout simplement, et d'essayer d'enlever. Voilà, on peut trouver une solution même à ça. On me fait dire que c'est très difficile. Oui, on sait que c'est très difficile, mais Dieu, il connaît, il a un programme, ne vous inquiétez pas. Dieu, il a un programme. Et je vais arriver à la question de Rachel Dweck. C'est très difficile. Je vais arriver à cela. Donc, je voudrais finir avec la question du coiffeur. Alors, vous avez vu, ok, on prend une machine.
même tout seul. On se coupe avec la machine, on s'arrange comme on peut. S'il y a quelqu'un qui prend, c'est très facile. Okay? Une machine électrique peut remplacer un petit peu le coiffeur. Ça ne va pas être la belle coupe, mais ça va être au moins, on va pas avoir les cheveux comme ça pendant toute la période du Homer, on va rentrer plus ou moins propre, etc. Pas besoin de prendre de grands cours pour être un petit coiffeur non professionnel. Là aussi, on peut s'arranger, voyez. Ken, c'est la solution que moi je vais faire. Ken, ma femme ou bien ceux qui sont à la maison, mon fils, vont prendre cette machine à raser et ils vont faire avec un chiffre haut pour pas que ça soit trop court, etc. Et de cette manière, on s'arrange. Il y a toute solution à la maison, sachez-le. Dieu, il ne met pas la personne dans une épreuve qui ne peut pas tenir. Alors, le fait d'être confiné et de ne pas aller, on me dit voilà, qu'il n'y a pas de synagogue, il n'y a pas de famille, etc., c'est qu'on peut subir cette épreuve si Dieu nous la donne. Okay? C'est dur. Ce matin, voilà, je vais donner, si on me parle de tfila, on me parle de tfila. Comment on fait pour la tfila? Avec la tfila, on est seul dans la maison. Comment on peut faire? Alors voilà, je vous donne une idée pratique. Okay? Vous savez que la tfila, elle peut se faire tout seul. La tfila de shacharit et mincha arbit peuvent se faire tout seul. Okay? Et la tfila de shacharit, elle a une élévation quand elle se fait au Netzachama, au lever du soleil. Au début, on peut le faire ça tout seul. Et on arrive à une élévation. Aujourd'hui, par exemple, à Natania, le Netzachama est à 6h34. À 6h34, beaucoup de monde ont prié à ce moment-là. Et tous ensemble, il y avait une connexion que Dieu nous a fait à distance. Voilà, on trouvait cette élévation. Mais vu que c'est Dieu, il veut qu'on travaille, on le travaille de cette manière-là, c'est l'idéal pour l'instant. Et Dieu, il trouvera d'autres situations. Des fois, il y a quand on peut, je ne dis pas c'est l'idéal ce que je dis, mais quand on se sépare, on ne peut pas avoir la famille autour de soi, autour du seder, ou bien la synagogue, etc. Des fois, ce languissement, il crée la compréhension que combien ces choses étaient importantes. Okay? Vous savez que quand un couple ne s'entend vraiment pas, on dit, bon, quittez-vous, laissez-vous pendant quelques jours, quelques semaines, et après, Bezat Hashem, vous allez vous languir. Dieu, peut-être ce qu'il fait maintenant. Alors, laissez-vous un petit peu, vous allez vous languir, vous allez apprécier les jours que tout était facile et tout était compris de soi-même, etc. Non, vous allez voir combien la famille est importante, combien la synagogue est importante, combien marcher dans la rue est important, des choses que ça valait de soi-même. Alors donc, soyez forts, soyez forts. Ken? Alors, on fait dire ma tondeuse est en panne. Ken? Alors, vous savez qu'on peut sortir pour acheter du manger. Ken? On peut sortir, acheter du manger, et des fois dans des grandes surfaces, je ne sais pas lesquelles, je ne vais pas dire aussi. Ken? Il y a aussi des machines. Il faut voir, peut-être le voisin à côté, il a une machine. Il faut être créative. Dans la situation qu'on est, il faut être créative. Okay? Il y a certains rabbins, comme dit Jonathan, qui ont permis la tfila à la radio, okay? En direct. Il y a certains rabbins qui permettent, il y a d'autres qui ne permettent pas. Moi, personnellement, je ne le fais pas. Mais il y a qui permettent, chacun il ira selon son rave. Est-ce qu'on peut être acquitté, répondre Amen et une Gdusha dans une tfila qui est en direct? C'est vrai, il y a qui permettent. Moi, mes rabbins ne permettent pas cette chose-là, et il y a qui permettent. Okay? Ok, chacun avec assez de harab. Ok, on a répondu au Zoom que c'est interdit. Ok, donc je continue. La vente du Hametz. Okay? La vente du Hametz. Tout d'abord, est-ce qu'elle est bonne cette vente? Okay? Alors, il y a des avis chez les rabbins. Il y a qui sont tolérants à cette vente, ils disent il n'y a pas de problème, elle est valable cette vente-là. Il y a qui disent elle n'est pas valable cette vente-là. Il y a qui disent que si tu es obligé de vendre, tu vendras. C'est ce qu'on dit. Okay? Maintenant, comment on va vendre maintenant? On a la maison, de la maison, comment on pourra vendre Ken, comment on pourra vendre comment on pourra vendre le Hametz cette année? Alors on est dans la maison, on est confiné, on ne peut pas sortir vers des rabbins, etc.
euh, on peut vendre le chametz par Internet. On peut vendre le chametz en faisant shaliach, un rabbin par téléphone. Vous avez votre rabbin qui sait vendre le chametz. Il y a des tamidei chachamim qui vendent le chametz. Il y a des centres qui vendent le chametz. Ça se fait par Internet. Vous faites shaliach la personne et il n'y a aucun problème. Okay? Maintenant, ceux qui ont l'habitude de vendre le chametz, ils le font sans problème. Ceux qui n'ont pas l'habitude de vendre le chametz, comme nous, on évite de le vendre pour certaines raisons que ce n'est pas le moment de y rentrer maintenant. Okay? Mais cette année, on est moins intransigeant sur le fait de vendre le chametz, et pour la cause qu'il y a des personnes qui ont fait des ravitaillements, des grands ravitaillements, car ils ont peur. Qu'est-ce qui peut se passer, que le confinement il soit très dur et on ne pourra pas sortir, acheter, etc. Ils ont acheté, etc. Alors je vais donner les règles. Le chametz qui est chametz gamour, qui est chametz vadaï, qui est sûrement du chametz, comme les pâtes, comme le whisky, comme la bière, comme etc. C'est préférable de ne pas l'avoir à la maison. Ça c'est clair. Le chametz, des certains produits qui ont du chametz en eux, qui ont du chametz en eux, ce qu'on appelle ta'arov et chametz, etc. Alors, ils concentreront tout dans un endroit bien précis de la maison, préférable que ce soit à l'extérieur de la maison, s'ils ont un coin là-bas, dans le couloir de la sortie de la maison, dans la cage des escaliers là-bas, ils ont un coin bien qu'ils le mettent là-bas, d'une manière, pas à la vue des yeux, qu'ils ont un placard là-bas ou quelque chose qu'ils peuvent fermer, etc., qui vendent par Internet, même si le rab n'est pas là, vous pouvez faire shaliach le rab, il n'y a aucun problème. On peut vendre de la maison, on peut vendre. Avec tous les réseaux sociaux qu'on a aujourd'hui, il n'y a aucun problème de vendre le chametz par Internet. Donc il faut le savoir, cette chose-là, c'est pratique. Maintenant, celui qui ne sait pas à qui s'adresser, qui note maintenant un numéro de téléphone, ce téléphone, il est important. Il est important. Parce que ce téléphone-là, il répond à tous les problèmes de Pessah face au Corona. Comment on va pratiquer Pessah, le Seder, et tous les problèmes que je suis en train de développer maintenant, mais d'une manière peut-être plus astucieuse et plus profonde. Le numéro c'est 07 33 75 4 x 0. Je répète, 07 33 75 0 0 0 0. Là-bas, insistez jusqu'à ce que vous les avez. Je les ai eus déjà. Et là-bas, vous pouvez, à travers eux, vendre le chametz. Vous pouvez poser des questions qui correspondent à ces grand-mères qui sont toutes seules, ou bien la vente, et tous les problèmes qu'on est en train d'éveiller maintenant. Vous pouvez, à travers ce moked-là, qui est à la disposition de tout l'âme Israël. C'est un moked, c'est un centre qui est très sérieux. Alors, je répète la vente. Celui qui ne vend pas du tout, c'est le mieux. Qui n'a pas de chametz, c'est le mieux, il n'y a pas de chametz, qui s'héberge du chametz. Celui qui vend, il a l'habitude de vendre, c'est aussi valable. Qui le vend. Okay? Celui qui n'a pas l'habitude de vendre, mais cette année il veut vendre parce qu'il a fait un grand ravitaillement, où il y a une perte d'argent important. C'est préférable qu'il n'a pas de chametz visible, comme je vous dis, comme les pâtes, et il vendra que les produits qui sont un mélange de chametz. Mais si même ça il veut vendre le chametz visible, parce qu'il a l'habitude, etc. Alors, j'ai donné le conseil, dehors, si c'est possible, il y a un placard dehors qu'on peut mettre le chametz et le vendre là-bas au goy, par Internet ou par téléphone au rab, comme je l'ai expliqué. Et s'il ne veut pas le mettre dehors, il peut le mettre à la maison d'une manière bien concentrée, qui le scotche, qui ferme le placard du chametz et qui vende cet endroit bien précis dans sa vente de Pessah. Voilà l'histoire de la vente. Et j'espère qu'elle a été bien contournée. Oh, bien entendu, comme je risque d'oublier des sujets. Okay? On essaye avec la lecture. Maintenant, en ce qui concerne de tremper la vaisselle pour Pessah, la vaisselle neuve. Alors, il y a donc deux sortes de vaisselle. Il y a la vaisselle qui est neuve, j'allais dire qui vient de Chine, okay? La vaisselle qui est neuve, et cette-là, elle doit être trempée dans un mikvé qui est apte à être cachère pour ces sortes pour cette vaisselle neuve.
Ce qu'on appelle Dvilat Kelim. On fait la bracha, al Dvilat Kelim, et on trempe. Il y a qui m'ont appelé. Ils m'ont dit, écoute, on ne veut pas sortir de la maison, on ne veut pas aller à la mer, tremper les ustensiles qui sont neufs. Ils ont fermé en bas de la maison les mikvés qu'on pouvait là-bas tremper, pas tout mikvé, il faut des mikvés spéciaux, tremper la vaisselle. Comment je fais en étant à la maison? Alors, tout d'abord, il faut savoir qu'on n'a pas le droit d'utiliser des ustensiles faits par un goy sans avoir trempé. Mais il y a une chose qu'on peut faire. Alors, écoutez bien. Bezat Hashem, il y a une chose qu'on peut faire. On peut vendre à un goy ou bien donner cadeau à un goy ces ustensiles. Voilà, j'ai une marmite neuve, j'ai toutes sortes d'ustensiles qui sont neuves. Je dis au goy, tiens-les, c'est un cadeau, ils sont à toi, mais s'il te plaît, prête-les-moi. Okay? Ou bien, je te les vends. Okay? Je te les vends. Donne-moi 1 euro, donne-moi 10 shekels, ils sont à toi. Et après, tu lui dis, prête-les-moi. Il te les prête, tu as le droit d'utiliser. Des ustensiles qui appartiennent à un goy, on a le droit d'utiliser sans les tremper. Et après la fête, tu les rachètes du goy, bon, il faudra peut-être les tremper après, etc. D'ici là, vu qu'ils appartiennent à lui, que je lui ai vendu, donc il faudra les tremper après. Mais après, ça, on aura le temps. Maintenant, on doit l'utiliser pour Pessah. Je répète. Tout ustensile neuf qui n'a pas été trempé dans le mikvé apte aux ustensiles neufs, qui est caché pour les ustensiles neufs, ce n'est pas un simple mikvé, on n'a pas le droit d'utiliser. Comment on fait? On vend à un goy, ou on donne cadeau à un goy, ou bien une personne qui est en voie de conversion, qui n'est pas encore juif. On lui vend, on lui donne, après on lui dit, oh voilà, je t'ai vendu à des shekels, prête-les-moi. Je peux l'utiliser parce qu'ils appartiennent au goy. Un ustensile qui appartient au goy, je peux l'utiliser. Et de cette manière, je peux l'utiliser pendant Pessah. Voilà une manière d'utiliser ces ustensiles-là. Après Pessah, on les retrempera parce qu'ils ont appartient à un goy à un moment donné, etc. On les rachètera et on les retrempera. Mais pendant Pessah, on a le droit de les utiliser. Des ustensiles qui sont électriques. Que je veux utiliser pendant Shabbat. J'ai acheté un mixeur cacher les Pessah. J'ai acheté toutes sortes d'ustensiles qui sont cachés les Pessah électriques, etc. Alors, il y a une manière aussi, il y a une manière simple. Il y a une manière de dire à une personne, tu t'y connais dans les machines de ce genre-là. Ils viennent de l'étranger, ils produisent dans notre pays. Il faut les décomposer et les recomposer. Les décomposer d'une manière qui sont plus aptes à utilisation et de les rebrancher. Il faut quelqu'un qui s'y connaisse pour qu'il fasse et de cette manière. Et de cette manière, quand je les décomposé et les recomposé, j'ai remis les fils comme il fallait, etc. Cet ustensile électrique, je l'ai rendu cachère l'épaisseur parce que c'est un juif c'est considéré comme si c'est un juif qui l'avait construit. Il y a une si c'est un goy qui fait partie de la famille, on me fait dire, est-ce que tout goy est valable? Et s'il est goy, il est goy. Il n'est pas juif parce qu'il fait partie. Malheureusement, des fois, il y a des goy qui sont avec des juifs ou des juifs, etc. C'est ce qui est interdit. On n'a rien contre les goyim. Au contraire, on leur envoie Refoua Shlema, etc. Mais on peut utiliser tout goy. Si vous croyez que utiliser un goy qui fait partie de la famille, c'est de le rapprocher et de quelque part le renforcer dans cette avéra que le conjoint fait en étant avec un goy, alors ne faites pas parce que ça le renforce, ça lui donne une légitimité. Si vous croyez que ça donne une légitimité, alors évitez. Mais il faut trouver des goy. Il y a des goy qui sont des voisins, goy, ou bien des personnes en conversion, etc. Voilà. Ça, c'est en ce qui concerne cette question-là.
Ken, oui. Ken, quelqu'un qui est en cours de conversion, une personne qui est en cours de conversion, on peut l'utiliser de cette manière, oui. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Une personne qui est en conversion n'est pas encore juif, alors on peut faire ce système que j'ai dit avec cette même personne. Ok. Voilà, on a parlé de ces ustensiles neufs. On essaye de s'organiser. Si je n'ai pas trouvé un goy, je ne peux pas les utiliser, et pas comme ceux qui disent qu'une utilisation temporaire, elle est valable. Non, même une utilisation temporaire n'est pas valable. J'ai posé à des dayanim, il y a peut-être qui permettent, mais il y a toujours quelqu'un qui permettra. Mais on essaie de respecter la halakha selon les grands poskim de la génération, etc. Comment ils nous l'ont transmis, etc. Rend efker, on me dit, ça n'arrange pas les choses de rend efker. Parce que, regardez, ces ustensiles-là qui sont made in à notre pays, ok, après je les ai rendus efker, et après que je les ai rendus efker, efker c'est abandonné, après je les rachète. Après, quand je les prends, ils sont à moi. Et s'ils sont à moi, ils m'appartiennent. Et s'ils m'appartiennent, il faut qu'ils soient trempés. Le rendre le faire efker, ça ne leur enlève pas l'empreinte goy que ces ustensiles ont. Alors donc, ce n'est pas bon de le rendre efker, c'est la personne qui me pose cette question-là. Ok, je continue. Okay. Je passe maintenant à un sujet un peu plus, qui n'est pas de Vilat Kelim, qui est Agalat Kelim. Alors, c'est quoi Agalat Kelim? Agalat Kelim, c'est de enlever le chametz de l'ustensile. Okay? D'enlever le chametz de l'ustensile. Okay? Ouais, on me pose la question suivante. Voilà, je fais un petit entracte là. Un petit entracte. J'ai une question rare. Je suis confiné seul avec ma fille. Ma fille peut lire la Haggadah entière car je ne sais pas lire l'hébreu. Okay? Alors, si cette fille elle a moins de 12 ans, elle a moins de 12 ans, je ne sais pas si c'est le cas de la question qui me pose la question, qui a moins de 12 ans. Si elle a 12 ans, il n'y a pas de problème. À partir de 12 ans, elle peut acquitter de la Haggadah, il n'y a aucun problème. Elle lit la Haggadah, j'écoute, et elle pense, cette fille de 12 ans-là, à m'acquitter de la Haggadah. J'espère que ça a été compris ce que j'ai dit. À partir de 12 ans ou 13 ans, un garçon peut lire la Haggadah à quelqu'un qui ne sait pas lire la Haggadah. Si elle a moins de 12 ans, cette fille-là, à ce moment-là, je dois répéter après elle. Je dois rappeler des morceaux bien précis, et surtout les brachot, qui concernent la bracha de la matzah, qui concernent le kiddush, et surtout la phrase qui est très importante, que les Chachamim disent, tout celui qui n'a pas dit ces trois mots-là n'est pas acquitté de la fête de Pessah, c'est matzah, Pessah ou maror. Alors, donc, il y a des phrases, on peut répéter après la personne qui a moins de 12 ans, comme si que nous, et le dire, ça c'est premièrement. Deuxièmement, il y a des Haggadot qui sont, inscrits en français, mais qui sont comme si on lisait l'hébreu. Comme si on lisait l'hébreu. Il y a ces Haggadot qu'on peut utiliser, qui sont écrits en français, mais ils ont traduit le mot, par exemple, Baruch, ils ont écrit Bet, Aleph, Resh, O-U-H. Baruch. Il y a des Haggadot de ce style-là. On peut être acquitté avec ces Haggadot-là, mais je conseille à toutes ces personnes qui ont un problème de lire la Haggadah, de se préparer avant la Haggadah de Pessah, de l'ordre de la Haggadah. Voilà. Alors, on me fait dire qu'elle a 18 ans, donc il n'y a pas de problème. Si elle a 18 ans, il n'y a aucun problème. Elle lit la Haggadah et elle m'acquitte. Franck, dites-lui à votre fille de 18 ans, lis la Haggadah et pense à m'acquitter. Et toi, tu penses à quitter, tu réponds à chaque bracha, Amen, et c'est comme si elle avait fait pour Ken. Alors on me fait dire phonétique, oui, voilà, c'est le mot que j'ai cherché. S'il y a une Haggadah qui est en phonétique, Ken, c'est bien aussi, c'est valable aussi, mais je conseille.
pour être lié à la Haggadah et au déroulement de la Haggadah, de se préparer. Ça, je le dis à la communauté tout le temps. Okay? Je vous montre, moi, la Haggadah que j'ai l'habitude de suivre, c'est celle-là. C'est la Haggadah qui va selon les halachot du Rav Mordechai Eliyahu. Okay? Et je leur dis comme ça, la Haggadah de Pessah, voilà, si je joue ma Haggadah, voilà, je passe les Shalom à David, voilà, j'ai une Haggadah, et moi j'ai l'habitude de passer toute la Haggadah, page par là. Ah, là on va prendre le kiddush, là on va prendre la galette, là on va prendre le maror, etc. Mais on ne peut pas être surpris pendant la Haggadah. On fait ça ou on fait ça. Préparez-vous. Sortez une Haggadah qui est bien expliquée, que le déroulement de la Haggadah se fait d'une manière bien ordonnée, ou bien une Haggadah phonétique, ou bien quelqu'un te lit, etc. Et il n'y a pas de problème de cette manière. On a une solution à tout. Une chose qu'il ne faut pas faire, Morav et Rabotai, c'est que ne pas suivre la Haggadah qui est enregistrée avec un appareil pendant le Seder. Yom Tov de Pessah, on n'a pas le droit de mettre un enregistrement et de l'écouter, ou bien même si c'est en direct, ou je ne sais pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, le Zoom, etc. On n'a pas le droit. Quand il y a des ustensiles, on risque de perdre plus que de gagner. On perd et on n'a pas gagné. Alors donc, on n'utilise pas ces choses-là. Je me rappelle à l'époque, pas chez nous, certaines personnes, ils mettaient des enregistrements et ils suivaient le disque ou l'enregistrement. On n'a pas le droit pendant Pessah, mais préparez-vous, on a le temps maintenant, on est à la maison. Et même si quelqu'un dit, mais j'ai pas d'Haggadah, alors préparez-vous avec des Haggadot qui sont dans tous les iPhones, etc. Et donc, suivez comme il faut. Dans les Marzorim, généralement, il y a des Haggadot aussi. Suivez le déroulement, comme ça vous n'êtes pas surpris le jour du Seder. Je dis plus que ça. Même les gens qui sont seuls. On essaye de ne pas faire en sorte que les gens soient seuls. Mais cette année, on a un problème de confinement. Même les gens qui sont seuls, il y a qui se réparent. Que dit pas, vous savez, vous connaissez, j'ai répondu à la question des ustensiles. Alors, regardez le cours avant, j'ai expliqué longuement pour les ustensiles qu'on ne peut pas tremper au mikvé, comment procéder avec un goy. Donc, j'ai déjà répondu à cette question-là. En tous les cas, même une femme qui est seule, vous savez, il y a un état d'esprit psychologique qui dit « Ah, je ne pourrais pas être avec ma famille, je vais être seul, je lève les mains. » Non, il ne faut pas réagir comme ça. Et donc, il faut pas, parce que je ne peux pas arriver à l'idéal du Seder que j'aurais pensé, que je fais rien. C'est pas tout ou rien. C'est rien que les perfectionnistes qui a tout ou rien. Non. On fait ce qu'on peut. Même notre petite grand-mère qu'on aime beaucoup de tout cœur, etc. Et qu'on a arrivé à la conclusion qu'elle doit être seule, de peur que... Alors on lui explique, voilà, essaie de manger au moins cette galette, au moins ce qui douche, dis cette phrase, etc. L'appeler avant la fête, après la fête, essaie de l'entourer, etc. Ou bien les conseils que j'ai donnés au début du cours, écoutez bien, ceux que certains rabbinim permettent, si on fait attention à tout le lien des règles du Misrad à Briout, comme je le dis, tous les rabbinins l'ont dit d'une manière claire, on est obligé de suivre les prescriptions du ministère de la Santé. Selon la Torah aussi, selon tous les rabbins. Mais voilà, ce qu'on essaie de faire aujourd'hui, c'est de trouver des solutions à tous les problèmes, même si c'est dans le désordre, c'est pas grave. Voilà, Baruch Hashem. Ok. Alors, vous pouvez continuer à poser vos questions. Je les vois tout en continuant mon étude. Alors, ok.
En ce qui concerne la Hagala, je reviens à la Hagala. Alors pour l'instant, j'ai parlé de la Tvila. J'espère que tout le monde a compris l'histoire de la Tvila, des ustensiles neufs. Maintenant, je parle de la Hagala. C'est quoi Hagala? De sortir le Chametz, des ustensiles que je veux utiliser. Ok? Maintenant, je donne une petite introduction. Il est toujours préférable d'avoir deux vaisselles. La vaisselle de Pessah et la vaisselle de l'année. Toujours. Bon, mais pas tout le monde a ces deux vaisselles, pas tout le monde a deux frigidaires, pas tout le monde a deux kiosques, tout le monde a deux fours. D'accord? Alors donc, il faut dire la halachot, comment enlever le chametz qui est avalé. Je donne une précision importante. Pourquoi je fais attention au chametz qui est avalé? Parce que on a une règle, je vais la dire vite, sans m'approfondir, ce n'est pas notre sujet. Chametz assour b'mashu. Le chametz, il est interdit même si c'est des miettes, si c'est quelque chose de très petit. Okay? Alors de ce fait-là, si maintenant j'ai un ustensile qui a avalé du chametz, et je mets du chaud maintenant pendant le chametz il sort et il m'interdit de le manger. Donc qu'est-ce qu'on fait? On fait la hagala. C'est quoi la hagala? De sortir le chametz de l'ustensile. Alors, je vais vous dire une chose. Je vais vous donner rien que quelques exemples, parce que ça ne va pas être mon sujet. Je ne veux pas trop... Ken, je ne vais pas trop rentrer dans ce sujet-là. Ken, c'est une sagesse, comment enlever le chametz. Mais tout d'abord, on va donner quelques règles. La règle essentielle dans la Hagala, je répète, Hagala, c'est sortir le chametz des ustensiles, c'est la suivante. De la même manière qu'il a avalé, il rejettera. Je donne des exemples. Si par exemple, j'ai fait à la hèche, sur le feu, okay? J'ai fait à la hèche des boulettes avec du chametz. Okay? J'ai fait un méchoui, okay? J'ai invité sur le feu, ce qu'on a dit. Et donc, je veux utiliser ces barres de fer-là pendant Pessah. Comment ils ont avalé? Directement, le chametz, il a été en contact avec la barre de fer. Et donc, comment il va ressortir? Quand je prends cette barre de fer et je la mets sur le feu. Premier exemple. Deuxième exemple. Des pâtes. Comment ils avalent les pâtes? Dans une casserole, que je mets de l'eau, je mets les pâtes, je fais bouillir. Comment cette casserole, si je veux l'utiliser pendant Pessah? Comment je retirerai le chametz? De la même manière. Je prendrai cette casserole, je la tremperai dans une autre casserole bouillante, puisqu'elle est avalée par l'eau, elle rejettera par l'eau. Je peux aussi prendre cette casserole seule et la faire dégouliner, mettre de l'eau, la faire dégouliner, elle est cachée à l'épaisseur. La même manière qu'elle a avalé, il rejettera. Je prends l'exemple des cuillères, des fourchettes, des couteaux. Eux, ils n'ont pas avalé généralement ce qu'on appelle rob tashmicho. Ils n'ont pas avalé généralement directement avec le feu, ou bien on les a pas généralement rentrés dans des marmites bouillantes. Généralement, voilà, je coupe le chametz avec, je mange des pâtes avec la cuillère, etc. Des cornflakes qui sont froids, donc s'ils sont froids, il n'y a pas de problème, rien qu'à laver. Mais si c'est avec le chaud, à ce moment-là, je peux me contenter de verser sur eux de l'eau chaude et c'est suffisant. Kebolo, carpolto. De la même manière, dans le degré de chaleur qu'il a avalé, de la même manière, il le rejettera. Ça, c'est la règle qui doit être connue. Bien. Maintenant, je dis un point important. Tous les ustensiles qui sont chametz, mais je ne veux pas utiliser pendant Pessah. Il y en a des comme ça, des ustensiles. Okay? Je les nettoie, pas besoin de les vendre. Okay? Je les nettoie bien, je les mets dans le placard en haut là-bas, et je les mets dans le placard en haut. Je les mets dans les placards en haut, okay? Et je scotche et je mets non cachère les Pessah. Et de cette manière-là,
j'ai pas besoin ni leur faire la hagala, j'ai pas besoin ni de les vendre, je les mets de côté après les avoir nettoyés. Okay? Alors maintenant, on va donner quelques exemples d'ustensiles, et de ces exemples, on apprendra les généralités. Alors tout d'abord, Ken, tout ce qui est porcelaine, qui est fait à l'argile, qu'on appelle porcelina ou charsina, c'est impossible, et qu'ils ont été utilisés à chaud, Ken, c'est impossible de les cachériser. Ken, parce qu'ils avalent et ils ne rejettent pas. Ken. Un ustensile qui est fait en verre, mais qu'il a avalé sur le feu. Par exemple, une marmite qui est faite en srouchit, qui est faite en verre. Okay? Elle avale. Il y a beaucoup qui disent qu'elle aussi, elle avale, elle ne rejette pas. Il y a une discussion dans le centre des Chachamim, mais c'est bien d'être mahmir dans Pessah, dans tous ces halachot-là, et donc on ne va pas l'utiliser elle non plus. Okay? Ok, maintenant, tous les autres ustensiles, ce que je conseille, c'est la chose suivante, parce que chaque ustensile, il a avalé à un degré différent. On le sait. Okay? Alors, ce que je conseille, si ce n'est pas des ustensiles qu'ils ont avalé directement par le feu, comme on a dit, quand on fait sur le feu avec des barres de fer, on met la viande et on met du chametz, aussi des morceaux de pain, ça directement, il doit être sur le feu, ce qu'on appelle l'iboun. Mais tout le reste, qui n'a pas été directement en contact avec le feu, il y a eu de l'huile, il y a eu de l'eau qui a séparé entre le chametz et la marmite, à ce moment-là, ce que je conseille, c'est la chose suivante. Okay? C'est la chose suivante. De prendre une grande marmite. La plus grande marmite qu'on a à la maison. Une fois, on la nettoie comme il faut. Okay? On la nettoie comme il faut. Les coins et les recoins. Okay? Surtout si elle a des manches. Pour voir s'il y a du chametz n'est pas rentré à l'intérieur dedans, etc. Okay? On la cachérisse, on la remplit d'eau. Okay? C'est là qu'ils disent même on peut cachériser de cette manière-là, mais le mieux, on la cachérise, okay? Elle dégouline, on la remplit d'eau, on la fait bouillir, on a la plus grande marmite qu'on a à la maison, on prend tous les ustensiles qu'ils ont avalés pas directement, comme je l'ai dit tout à l'heure, okay? Et on les trempe un par un. Okay? Alors, on peut les tremper avec un filet, mettre par exemple dans ce filet plusieurs fourchettes, plusieurs cuillères, etc., plusieurs verres, les rentrer dans l'eau bouillante, rester un instant, sortir de l'eau bouillante, laisser que l'eau prenne encore une force de se rebouillir encore une fois, et ainsi de suite. Et de cette manière, on peut cachériser la plupart des ustensiles de la cuisine. Okay? Maintenant, une poêle tefal. Une poêle tefal, c'est un problème si le chametz il a été directement en contact avec la poêle elle-même. Si par exemple, j'ai fait des crêpes dans cette poêle tefal par exemple, ou bien j'ai fait de la pâte qui directement a été sur la poêle, sans eau ou sans huile qui séparait. Là, il faut qu'il y ait un liboun. C'est quoi un liboun? Je prends la poêle, je la retourne sur le gaz, le feu, directement sur le feu. Okay? Je reste un temps que tout le feu a contourné toute la poêle, etc. Très chaud, d'une manière chaude, et elle est cachériser. On comprend que ça peut abîmer l'ustensile. Okay? Alors c'est mieux d'acheter une autre et d'utiliser d'autres choses que ça, et la nettoyer et de la mettre de côté si on ne sait pas faire un liboun. Vous savez que bon, dans les temps normaux, on va dire, okay? En Israël par exemple, à chaque endroit, on voit, enfin plusieurs endroits, il y a des gens qui se mettent dans des cours et qu'on leur donne un peu de sous et ils savent à chalumeau, nous cachériser tous ces ustensiles. La Raleb, on n'a pas ça cette année, ou peut-être oui, avec l'aide de Dieu en bout de versement et on pourra le faire. Okay? Mais sinon, si on ne s'y connaît pas dans la halachot, de Hagala ou de Liboun, comme je suis en train d'expliquer, c'est préférable de les nettoyer, de les mettre de côté, à moins que ça peut avaler directement. Et là, c'est facile, comme je l'ai expliqué, une marmite avec un peu d'ammoniac, un peu de produit, on le fait chauffer, on fait le bouillir avec un filet ou bien avec une pince. Mais cette pince, il faut
pas tout le temps appuyer dedans pour qu'elle puisse, l'endroit de la pince, l'eau qui puisse rentrer. Et à ce moment-là, la plupart des ustensiles peut être trempé dans cet endroit-là. Si c'est par exemple un trop grand ustensile, on peut le tourner jusqu'à que tout soit pris, que l'eau chaude est rentrée, à sortir le chametz. À ce moment-là, on le sort et on le trempe dans l'eau froide et c'est suffisant de cette manière-là. Ken, on a répondu. Ken. Alors donc, ça c'est le Inyan. Le four. Le four, on m'a posé beaucoup de questions. Plusieurs ont posé des questions sur le four. En règle générale, on ne conseille pas d'utiliser le four pendant Pessah. Pour plusieurs raisons. Même si c'est pyrolyse, on évite d'utiliser le four pendant Pessah parce que le chametz, il est très difficile à sortir du four. Donc, ça c'est la première des choses. On essaye de le scotcher sur le côté, on ne l'utilise pas. Est-ce que vraiment on a besoin du four? Il faut voir. Mais ceux qui ont l'habitude d'utiliser le four et qui veulent cachériser le four, ou bien c'est des endroits publics, à l'armée, des hôpitaux, etc., qui veulent utiliser le four, alors notez 4 étapes. Quelqu'un qui veut absolument utiliser le four. Malgré qu'on lui a dit que c'est préférable que non. Ça, c'est la règle du four. Le four, c'est l'endroit où on fait des gâteaux, on fait le pain, etc. Et c'est compliqué de le cachériser. Mais celui-là qui veut quand même le cachériser, notez 4 points. 1. Ne pas utiliser le four pendant 24 heures. 2. Bien entendu, le nettoyer. Le nettoyer à fond et à fond dans tous les coins et recoins, dans tous les accords qu'il y a entre la porte et le four lui-même, etc. Coin et recoin bien nettoyé. Ne pas l'utiliser pendant 24 heures. Le monter pendant une demi-heure à sa chaleur maximale. Maximale. Mais ce qui est clair, c'est que les magashim, où on met le pain, comme on dit magashim, les magashim c'est les plateaux. Les plateaux où on met le pain, où on met les gâteaux, ça il faut les changer. Parce qu'il faut un liboun. On a dit que quand le chametz il a été directement quand le chametz il a été directement en contact avec le plateau ou bien la poêle, comme on a dit tout à l'heure, il faut brûler. Et ça va être compliqué maintenant de brûler tous les plats. Si on peut les changer, c'est bien. Sinon, on ne peut pas les utiliser. Il faut les changer. Il faut les changer. Les courses, on a le droit de faire. Dans les endroits, dans les grandes surfaces, ils vendent des plateaux. On change les plateaux. Donc, 4 conditions de cachériser le four. Le nettoyer à son maximum avec des produits reproduits. De les laisser 24 heures sans les utiliser. Le monter à son maximum et changer les plateaux. De cette manière, on peut utiliser le four. Ce qui permet, nous, on évite d'utiliser malgré cela. Le four, on le nettoie au maximum, on le ferme et zéro. On répond à toutes les possibilités. Okay? Ok, ça c'est les ustensiles. Maintenant, il y a le frigidaire. Il doit être nettoyé à fond. Et surtout, dans la porte, il y a les goumis qui sont le lien entre la porte et le frigidaire lui-même. Il faut qu'il soit nettoyé à l'intérieur d'eux, qu'il n'y a pas du chametz qui est rentré dans ces goumis-là, dans ces relures, dans ces liens entre la porte et le frigidaire lui-même. Il faut bien les nettoyer. Et les tables de travail. Les tables de travail. Les tables de travail, c'est le marbre qu'il y a dans les cuisines. Et que là-bas, des fois on pétrit le pain, des fois on fait tout le chametz, des fois du chametz chaud se trouve, etc. Les tables de travail, comment on fait pour les cachériser? Arrête, c'est du marbre. Si c'est du fer, l'inox, etc., c'est plus facile à cachériser. Mais si c'est du marbre, etc., c'est plus compliqué à cachériser. Comment on fait quand même si on veut les utiliser? Alors toujours le principe dans tous les ustensiles que je cachérise, le nettoyage avant le chaud. Tout d'abord nettoyer à fond. Ensuite, on prend un koum chaud, on passe tout autour des tables de travail que j'ai,
des endroits où j'ai l'habitude de pétrir le pain ou mettre mes plateaux dessus, etc. Je passe un concombre brûlant tout autour et après je le recouvre. Après, je le recouvre de papier d'aluminium. C'est une grande règle. Il y a beaucoup qui sont mahmirim de recouvrir toutes choses. C'est bien d'être mahmirim pendant Pessah. Ils recouvrent les tables après les avoir cachérisées. Ils recouvrent les plateaux de travail après les avoir cachérisés. C'est une bonne chose. Ça, c'est donc ce Enyan-là. Ce qui est difficile à cachériser, c'est l'endroit du gaz. L'endroit du gaz, il a plusieurs endroits qui sont aptes à que le chametz a dégouliné dessus. Donc, il y a où se pose le plateau lui-même. Et là, des fois, directement le chametz, il est tombé sur ces supports-là, on va les appeler les supports. Là, il faudra la mettre sur le gaz. Après les avoir nettoyés avec tous les produits qu'on peut les mettre sur le gaz, sur le feu généralement, directement pour les cachériser. En ce qui concerne le plateau de bain au-dessous des supports, on peut nettoyer bien entendu, et jeter de l'eau chaude, etc. Et après de les recouvrir de papier d'aluminium. Là, on me pose une question. Ken, on me pose, est-ce qu'on peut acheter, question pratique, est-ce qu'on peut acheter les matzot shmurot? Oui, on peut acheter encore. Ken, à la yeshiva, on les vend encore et on a le mérite aussi de les livrer à la personne, les personnes. Tout ce qui est mangé, on sait que les restrictions sont moins grandes en ce qui concerne le manger. Donc, oui, on a des matzot à la yeshiva Etzrem encore, des matzot shmurot. Prenez le numéro 052 331 70 70. Je répète, 052 331 70 70. Mon fils sera, ou une autre personne à la yeshiva, vous les livrera, ou venez le chercher. Les matzot shmurot, il y a encore en vente, mais faites vite, parce que les choses s'épuisent, surtout dans les conditions qu'on travaille. Ok. Bon, on a touché un petit peu les lois de la Hagala. Il y a bien entendu, il y a une diversité de lois, d'approfondissement. J'ai donné les règles, et de ces règles-là, quelques règles j'ai données, de ces règles-là, essayez de vous approfondir. Chaque ustensile, il a sa sagesse, il a sa manière de cachérisation. Allez selon le principe de la manière qu'il a avalé, c'est la manière qu'il rejettera. Et donc, il y a des ustensiles que c'est suffisant de les cachériser à l'eau. Il y a des ustensiles comme les marmites, comme les ustensiles qu'on utilise sur le feu avec de l'eau, toutes les poêles, toutes les poêles, toutes les sirim, etc. Il y a des ustensiles qu'il faudra directement les mettre sur le feu, comme je l'ai expliqué. Il y a des ustensiles qu'il faudra recouvrir, comme les tables de travail, qu'il faudra recouvrir, le marbre qui entoure la cuisine là-bas, il faudra le nettoyer à l'eau chaude et après le recouvrir. Il y a des ustensiles qui ont avalé à un degré qui est faible. Comme on a dit, les couteaux et les fourchettes qui ne sont pas directement avec le feu, cela on peut jeter de l'eau dessus et c'est suffisant. Et c'est suffisant. Et donc, vous voyez, on peut... mais la règle que j'ai dit tout à l'heure, je crois que c'est une grande règle. Cette marmite-là, bouillante, pourra cachériser la plupart des ustensiles. On a les choses qu'on doit s'approfondir à nettoyer, c'est le frigidaire. Le four, j'ai expliqué qu'il y a beaucoup qui ne sont pas d'accord qu'on utilise le four pendant Pessah, on le nettoie et on le ferme. Mais ce qui permet, j'ai donné les quatre étapes. Il y a beaucoup d'autres ustensiles, on n'a pas, on ne rentrera pas dans tout. Essayez de développer le sujet avec vos rabbanim, téléphonez, on essaiera de répondre à chaque ustensile, il a sa sagesse. C'est une occasion, regardez, on est maintenant confinés tous, je suis à la même situation que vous, etc. De s'approfondir dans la halachot de Pessah. Ils sont tellement diversifiés, les halachot de Pessah. Le kumkum, une question qui est venue, le kumkum électrique. Bon, généralement, dans un kumkum électrique,
il n'y a que de l'eau, il n'y a pas du chametz qui est dessus. Il n'y a pas un contact. Alors je précise, tout ustensile qui n'est pas en contact avec le chametz n'a pas besoin de cachérisation. Dans un kumkum, généralement, il n'y a pas de pain qui se trouve. Quand il y a de l'eau, on met de l'eau, on fait le café et on fait le thé, c'est tout. Donc, chaque ustensile qui n'a pas en contact avec le chametz n'a pas besoin d'être cachérisé. Mais maintenant, si la question est un kumkum neuf, si c'est la question, parce que dans la question, c'est pas précisé, c'est pas précisé. Alors je dis, si le kumkum il est neuf, mad produit in un autre pays, la manière, et on ne peut pas aller le tremper parce qu'on ne peut pas sortir, ok? Alors, la manière de faire, c'est simple. Trouver quelqu'un, un proche qui se trouve même à la maison, de le décomposer, de le recomposer. De cette manière-là, c'est la manière que qui devient cachère, que c'est moi qui l'a construit, comme si c'est moi qui l'avais produit, ou bien avec le goy, comme je vous ai dit. Donc, si c'est la hagala, si c'est de sortir le chametz, il n'y a pas de chametz dans un kumkum. Et si c'est de le cachériser, de l'enlever de l'empreinte du goy, parce qu'il est made in France ou Italie ou je ne sais pas quoi, à ce moment-là, ou le vendre à un goy et de l'emprunter, ou bien de le décomposer, de le recomposer comme j'ai expliqué. Il y a une autre question, comment je dois faire l'abdika de Hametz comme je suis seul? Même une personne seule peut faire l'abdika de Hametz. Et si, dans la question, alors donc nettoyez d'abord votre maison à fond, etc. Et après, prenez une bougie ce mardi soir, après la sortie des étoiles, et passez chambre après chambre. Et si vous avez peur d'une bougie, commencez avec la bougie, prenez une lampe, et continuez avec la lampe. Même une personne seule doit faire toutes les mitzvot. Même une personne seule doit faire le seder, etc. Mais donc, maintenant, si la question, est-ce que je dois quand même éparpiller les 10 morceaux et je vais les retrouver moi-même? Oui, je l'ai dit déjà, oui. On doit éparpiller les 10 morceaux, mais le but, c'est pas de trouver les 10 morceaux. Le but, c'est de vérifier le chametz. Et en chemin, trouver les 10 morceaux. Et en chemin, trouver les 10 morceaux. Mais elle peut faire, même si elle est seule, il n'y a aucun problème, qu'elle vérifie les coins et les recoins de chaque chambre. Cette vérification va signer qu'il n'y a plus de chametz. Elle fera l'abdika, la personne fera l'abdika, la bracha, avant de commencer. Donc, mardi soir, à la sortie des étoiles, je prends une bougie. Je fais Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam asher kiddushanu be'mitzvah v'tzivanu al biur chametz. Je ne parle pas. Chambre par chambre, je vérifie le chametz. Et à la fin de la vérification, je fais l'annulation. Prenez une agada, prenez un marzor de Pessah, tout est expliqué là-bas. Aujourd'hui, la traduction, il y a des livres avec des traductions, il y a des agadas de traduction, il n'y a aucun problème. Ça, c'est ce qui concerne cette personne-là qui me dit que même seul, alors je dis même seul, on peut faire la vérification, il n'y a aucun problème. Ok. Donc, on a parlé de la tvila, on a parlé de la hagala, beaucoup de choses n'ont pas été dites. Maintenant, on va parler de la haggadah. On sait que la haggadah de Pessah, qu'on va lire mercredi soir, que tout le monde doit lire, même s'il est seul. Comme ça, c'est marqué dans le Shulchan Aruch. Siman Taf Ain Gimel, Sif Katan Zain. Là-bas, c'est marqué que s'il y a des enfants qui posent des questions, Manishtana Laila Azeh, on leur répond. S'il n'y a pas d'enfant, la femme pose la question à son mari. Si on est seul, on se pose nous-mêmes les questions, on se répond soi-même. Okay? Maintenant, c'est quoi la Haggadah? La Haggadah, c'est une mitzvah positive de la Torah, comme il est marqué. Ve'igata libincha. Tu dois raconter à ton enfant. Tu dois raconter à ton enfant ce qui s'est passé. La sortie d'Égypte. Okay? Cette sortie d'Égypte, elle est intimement liée à la Géoula qu'on est en train de vivre avec l'aide de Dieu. Okay? Les Chachamim nous disent la Torah nous dit comme elle était la Géoula, comme elle sera la Géoula qu'on est en train de vivre. Il y a une ressemblance intime entre les deux Géoulotes, etc. Donc on doit comprendre la Haggadah, essayer de la comprendre. Il y a des traductions qui ont été données, qui ont été faites, la lire morceau par morceau,
Et au déroulement de la Haggadah, il y a des mitzvot à faire. C'est quoi les mitzvot qu'on va faire dans le déroulement? C'est de manger 4 fois 30 grammes de matzah, c'est de boire 4 verres de vin de 86 centilitres, c'est environ la moitié d'un verre normal, un peu plus que la moitié d'un verre normal. C'est de manger du maror, des herbes amères, c'est de la laitue, c'est de manger du karpas, du céleri, etc. Et donc, on procède à la Haggadah mercredi soir en avance, en suivant les instructions. Ken et la mère, Nachon. Et tout le monde peut poser des questions à tout le monde, il n'y a aucun problème. Le tout, c'est de comprendre que toute réponse commence par une question. Et tout approfondissement commence par une question. Essayez de comprendre le message profond de la Haggadah de Pessah, le message de la Géoula. Le message de la Géoula, c'est la conscience pourquoi Dieu nous a sortis d'Égypte, dans quel but. Et la Géoula d'aujourd'hui, on a donné un cours ce matin en hébreu, celui-là qui comprend l'hébreu, qui l'écoute là-bas, ce cours-là, comment la dernière Géoula est liée à la première Géoula, comment la Géoula qu'on est en train de vivre, Bezrat Hashem Yitbarach, elle est liée à la Géoula d'Égypte. Il y a un lien qui est très profond entre les deux Géoulas. Pour comprendre la Géoula d'Égypte, la Géoula d'aujourd'hui, il faut comprendre comment elle a commencé. Alors, quand elle a commencé avec quoi? Avec servitude d'Égypte. Ensuite, Dieu nous a fait sortir d'Égypte. C'est Yetziat Mitzrayim. Et cette sortie, elle avait une intention, elle avait une sagesse, elle avait un approfondissement. Cette sortie, elle a un but. Le but, c'est la Géoula d'aujourd'hui. Toutes les étapes, c'est toutes les milliers d'années qui sont passées depuis la sortie d'Égypte qui s'est fait en l'an 2448 de la création. Et aujourd'hui, on est en l'an 5780 de la création, plus de 3000 ans. Il y a eu des péripéties, mais tout le but, il est inscrit où? Dans la Haggadah de Pessah. Le but de la Géoula d'aujourd'hui, il est inscrit où? Dans la Haggadah de Pessah. Le déroulement, doucement, en lisant la Haggadah, tout le monde peut poser des questions à tout le monde, comme je l'ai expliqué. En faisant les mitzvot de la Haggadah, on se lit doucement à la grande lumière qui se trouve mercredi soir, et qu'en fin de compte, quand on va remplir le verre d'Eliyahu Navi, on espère que Eliyahu Navi va se dévoiler à nous. Donc, ça c'est la Haggadah, le déroulement de la Haggadah. Donc, mitzvah positive de la Torah, de lire la Haggadah, prendre la Haggadah dans les mains et de suivre les instructions. Ça c'est premièrement. Deuxièmement, il y a aussi la préparation du plateau de Pessah. Et beaucoup ne savent pas encore quels sont les ingrédients qui doivent composer le plateau de Pessah. Alors je vais les dire tout de suite. Dans le plateau de Pessah, alors retenez bien ceux qui veulent noter, qui notent, il doit avoir 3 matzot, 3 galettes, donc 3 matzot. Le zroa c'est l'épaule, grillé au feu, qu'on a fait bien entendu avant la fête. Même pendant la fête, on peut la faire, puisque c'est Yom Tov, on a le droit de cuisiner pendant Yom Tov, qu'on a fait griller avant la fête. Le zroa. Il y a aussi un œuf. On dit qu'il y a un problème d'œuf, alors achetez vite les œufs, comme ça, il y aura dans votre plateau un œuf, qui est en souvenir du Korban Chagiga, un sacrifice qu'on a amené pendant les fêtes, on appelait Korban Chagiga. Le zroa, il est en souvenir du Korban Pessah, que peut-être, avec Bezrat Hashem, on espère de manger cette année au Beth Amikdash. Un peu plus bas, il y a le maror. Si vous voyez ici la photo, ici c'est le plateau, c'est un dessin de plateau. Ici c'est les 3 matzot, le zroa, la betza, le maror c'est la laitue. La charoset, c'est ce qu'on aime bien manger là, c'est ce mélange de noix, de date, de vin, etc., qu'on fait une pâte, c'est la recette. Le karpas, les céleris, des petits morceaux de céleri qu'on mange au début après le kiddush. Et le maror, c'est le cœur de la laitue en bas. Voilà, je répète, 3 matzot, zroa, betza, maror, recette, karpas, maror. Bien entendu, ces ingrédients qui sont sur le plateau, quand la famille elle est assez grande, il n'y a pas assez pour tout le monde. Alors donc j'ai à côté de moi encore des bouteilles de vin, encore des galettes, pour compléter le morceau que je vais distribuer à chaque personne. Je répète, chaque personne doit manger 4 fois 30 grammes de matzah, donc 120 grammes, et chaque personne doit manger
4 verres, boire 4 verres de vin, donc il faut acheter ce qu'il faut acheter. Okay? Ça, c'est donc alors le déroulement. Sans être, encore une fois, tout est long et tout est large, mais le déroulement, on commence par le kiddush qui est le premier verre donc de Pessah. On fait la bracha du kiddush, Borei Pra Gefen, Asher Bachar Banu, Bechule, Bechule. On fait Shechianu, on s'assoit et on se met du côté gauche. Alors donc, l'histoire du côté gauche, de se mettre du côté gauche de cette manière-là, est connue. On doit avoir une allure de liberté pendant ce soir-là et de se mettre du côté gauche. Quand on se met du côté gauche, quand on boit les 4 verres, que les 4 verres sont en souvenir de la libération, des 4 langages de libération, et quand on mange les 4 matzot, les 4 fois 30 grammes, comme on l'a expliqué, on doit se mettre du côté gauche. Ce qu'on s'appelle la seba. Tout le monde doit se mettre du côté gauche. L'homme, la femme, les enfants, etc. Donc c'est bien que le chef de famille toujours rappelle, faites attention de vous mettre du côté gauche. Après qu'on a bu on a fait le kiddush du premier verre, on s'assoit, on se met du côté gauche et chacun boit son premier verre. Okay? Ensuite, on se lave les mains sans bracha pour pouvoir manger le karpas. Le karpas, c'est le céleri, qu'on fait attention de couper des petits morceaux de céleri, bien nettoyer. Il faut toujours nettoyer et la laitue et le céleri s'il n'y a pas des petits vers, etc. Donc la vérification est très importante dans ces ingrédients-là. On fait boré pradama et on mange du céleri sans se mettre à couder. Ensuite, il y a qui mange l'œuf à ce moment-là, un morceau de l'œuf qui est en souvenir du korban chagiga. Ensuite, on lit la Haggadah. La Haggadah, je rappelle que c'est une mitzvah positive ce soir-là. Il y a 3 mitzvot positives qu'on fait au moins ce soir-là. C'est la lecture de la Haggadah, le premier 30 grammes de la galette, donc les personnes qui ne peuvent pas manger la galette ou qui n'arrivent pas pour diverses raisons, au moins les premiers 30 grammes qu'ils mangent, et on a dit au moins, s'ils ne peuvent pas 30 grammes, au moins 20 grammes. Donc ça c'est aussi une mitzvah positive de la Torah. Donc le fait de raconter la Haggadah, c'est une mitzvah de la Torah. Le fait de manger le premier 30 grammes, c'est une mitzvah de la Torah. Et le kiddush lui-même, pas le vin, mais le kiddush. Alors le vin, il y a Boré Pra Gefen qui est sur le vin. On lit le kiddush lui-même, mais Kadesh Israël Vazemani, c'est aussi de la Torah. Donc on fait des mitzvot importants là-dedans. Tous les autres mitzvot sont très importants aussi, mais ils sont en règle générale des Rabbanan. Des Chachamim. Donc on commence à lire la Haggadah, Al-Achmania, voici le pain azim qu'ont mangé nos ancêtres en Égypte, etc. Le Maharal de Prague, il pose la question, comment se fait-il qu'on commence la Haggadah avec une note de pauvreté? Et l'Achmania, voici le pain de pauvreté. On est ce soir dans la nuit de la Géoula, car on n'est pas dans la pauvreté, on est dans la Géoula. Comment on peut, dans la Géoula, penser à la pauvreté? Le pain de pauvre. Alors, la galette, qu'est-ce qui fait la galette? Du pain et elle est faite par ça. La galette, elle est faite de farine et d'eau, c'est tout. C'est le pain des pauvres. Et c'est ça le signe de la Géoula, le pain des pauvres. Comment ça dit? Ah, l'Achmania, voici le pain des pauvres qu'ont mangé nos ancêtres. Et là, le Maharal de Prague, il a une explication magnifique. Il dit que le pain, cette matzah-là, qui est le pain des pauvres, en vérité, le Zohar, il dit c'est le pain de la guérison. Ça vient dire que la personne, pour qu'elle soit riche, elle ne soit pas composée de toute culture, philosophie, toute chaïda qu'on a reçue pendant ces milliers d'années qui sont rentrées, qui nous ont empêchés d'être des juifs naturels. Il faut un manger naturel ce jour-là. On n'a pas composé ni sucre, ni miel, ni levain, ni rien du tout. Tout simplement de la farine et de l'eau. Et donc, c'est suffisant. Et cette simplicité-là de la matzah, c'est un signe que la simplicité qu'un juif doit avoir, un juif doit avoir pour se lier à Dieu. Une émouna, comme dirait mon ami de Breslev, que tout le temps il est avec nous, une émouna simple et pshuta. Si une personne a une émouna, que c'est la base de tous ces jours-là, qu'on est en train de passer, c'est la émouna en Dieu unique, qui dirige le monde, qui va nous sortir de ce problème, comme il nous a sorti de les autres problèmes, etc. Et donc, cette émouna, elle dépend d'une certaine simplicité. Plus une personne, elle est compliquée, et elle est composée comme le pain qui est composé, à ce moment-là, elle n'arrive pas à arriver à la émouna en Akadosh Baruch Hu. Donc,
La matzah, c'est la matzah de la émouna, de la simplicité, de la non-composition. Ok, donc ça c'est le Maharal de Prague, regardez là-bas, il est magnifique. Après on pose des questions, Manishtana Laila Azeh, Vechoule, et on récite la Haggadah. C'est bien de la traduire, c'est bien que tout le monde ait la même Haggadah, comme ça, pas que dans ma Haggadah c'est marqué comme ça, dans ma Haggadah c'est marqué comme ça. Il y a une ligne de conduite unique dans la Haggadah, donc on lit toute la Haggadah et on essaye de comprendre les idées de la Géoula, de l'intention de Dieu qui nous a sortis d'Égypte. De quelle manière? Après, on parle des 4 enfants, si vous vous rappelez, les 4 enfants qui posent des questions. On dit que ces 4 enfants, c'est les 4 sortes de juifs qu'il y a. Un qui se rebelle, un qui est tzaddik, un qui est au milieu, un qui est tantôt là, tantôt là, etc. À tout le monde, on doit répondre, on doit donner des réponses. On doit donner des réponses à la vie, à la Géoula, à l'intention de Dieu, pourquoi il nous a fait sortir d'Égypte. Et on avance dans la Haggadah. Je répète qu'on est déjà dans le deuxième vers là. Alors, je ne dis pas tous les détails, mais là on a fini le premier vers du Kiddush. On est passé dans le deuxième vers, que le deuxième vers, c'est le vers de la Haggadah, qu'on récite la Haggadah. Le deuxième vers, on lit toute la Haggadah. Je passe, suivez, on dit les 10 coups, Dayenu, etc. Et là on dit une phrase que tout le monde doit dire. Voilà. Si vous avez une mère, un père, une grand-mère, un grand-père qui est confiné, au moins qu'il sache dire cette phrase-là, que je l'ai lu, regardez dans la Haggadah, Rabban Gamliel disait, tout celui qui n'a pas dit ces 3 choses n'est pas quitté de la mitzvah de Pessah. C'est quoi? Pessah, Matzah ou Maror. Apprenez tout le monde à dire ces 3 phrases qui sont essentielles dans la lecture de la Haggadah. Tout est important, mais au moins ces 3 phrases-là, qui sont Pessah. Pessah, c'est Dieu, il est passé, c'est le Korban Pessah. D'abord, le sacrifice de Pessah s'appelle Pessah, Korban Pessah. Mais aussi, Pessah veut dire en hébreu de sauter par-dessus. C'est-à-dire la différence que Dieu il a fait entre une maison d'un Égyptien et une maison d'un Juif. Et cette différence immense qui a fait en sorte que Dieu est intervenu et a sorti son peuple élu. Et il a sorti pour recevoir la Torah. Donc, Pessah, c'est la différence. Il faut savoir qu'on est l'unique de Dieu, on est la pupille de Dieu, Kadosh Baruch Hu. Les enfants d'Israël, c'est le cœur de l'humanité. Dieu sortira la lumière à toute l'humanité. Et donc, le fait de sauter par-dessus, c'est cette différence. Ensuite, matzah, c'est quoi matzah? C'est la matzah qu'on mange, c'est la précipitation de sortir, qu'on n'a pas laissé le temps à la matzah de se lever. Et donc, une personne, quand elle va vers Dieu, elle doit se précipiter, aller vers Dieu, à recevoir la Torah. Et Maror, c'est savoir l'amertume qu'on a subie avant de sortir de l'Égypte. Donc c'est 3 mots qui sont très importants. Et ensuite, on commence le Hallel et on finit la première partie importante de la Haggadah par la bracha suivante, Baruch Ata Hashem Gaal Israël. Baruch Ata Hashem qui a délivré Israël. Ensuite, on arrive à faire Netilat Yadayim et manger de la matzah. Alors, si on prend les 3 matzot qui sont dans le plateau, maintenant, j'ai oublié de dire, enfin, je ne dis pas tous les détails, que la matzah du milieu, entre-temps, on l'a coupée en 2. Ce qu'on appelle yachatz, on l'a coupée en 2. Le grand morceau de la matzah du milieu, on l'a caché pour la ficomane. Le petit morceau, on l'a laissé au milieu. Donc, j'ai 2,5 matzot dans mes mains. Et je fais les 2 brachot. Après avoir fait Netilat Yadayim, cette fois-ci avec Beracha. Je dis ces 2 brachot. Baruch Ata Hashem, Elokeinu melech haolam, Amotzi lechem min haaretz. Je pose la 3e matzah, celle du bas en bas, je la pose. J'ai dans mes mains donc 1,5 matzah et je fais la bracha spéciale de la Torah que je dois manger la matzah ce soir-là. Baruch Ata Hashem, Elokeinu melech haolam, Shekidonu Tav Tzivanu, al achilat matzah. Je prends 2 morceaux de la galette supérieure et de la demi-galette inférieure et je les mange du côté gauche de cette manière-là. Je mange ces 2 fois 30 grammes. Alors, je comprends que je ne peux pas donner à tout le monde de ces 1 matzah s'il y en a un peu de monde. Alors, qu'est-ce que je fais? Je donne un petit morceau de chacune d'elles et je complète avec les matzahs qui sont à côté de moi. Et de cette manière, j'ai donné à tout le monde à ce moment-là 60 grammes de matzah. Une fois que j'ai fini ça, il y a le maror. Et la mitzvah de maror, c'est quoi? C'est de prendre 30 grammes de laitue que j'ai nettoyé, que j'ai préparé, etc. De la mettre avec du charoset
cette composition qu'on aime généralement, l'étaler dans le maror, dans la laitue, et faire la bracha, asher kidsha nutabetzanu al achilat maror. Ensuite, on a le korer. Le korer, cette laitue, cette matzah et un peu de charoset qu'on fait, qu'on mange aussi du côté gauche. On dit une phrase, et ensuite c'est le repas. À la fin du repas, donc on arrive à la fin du repas, et là on mange l'afikoman, c'est la quatrième matzah. Quatrième matzah, une matzah, elle fait plus que 30 grammes. Alors c'est pour ça que je vous dis 30 grammes de cette matzah. Les matzot qui sont faits à la main, ils sont au moins 80 grammes ou 90 grammes. Je prends 30 grammes de la dernière matzah, et je la mange en tant qu'afikoman, toujours du côté gauche. Ensuite, je fais le birkat Hamazon sur le troisième verre de vin. Et après le birkat Hamazon, je fais un acte qui est très important. Voilà, on arrive vers la fin de la Haggadah. Je fais un acte très important. Je prends le quatrième verre, donc le troisième verre de vin, je l'ai bu à la fin du birkat Hamazon. J'ai pris le quatrième verre de vin qui est la fin, qui va me permettre de finir la Haggadah. Mais à ce moment-là, quand j'ai versé le quatrième verre de vin, c'est bon de préparer un verre au milieu de la table. En l'honneur de qui? Dites-moi avant que je dise. Quelqu'un va m'inscrire. C'est quoi le cinquième verre que je ne touche pas, que je ne bois pas, que je laisse au milieu? C'est le verre d'Eliyahu Hanavi. Alors c'est bien, nous dit notre maître, Tov lachin kos gdola, beau verre, l'irvod d'Eliyahu Hanavi. Pourquoi on verse un verre pour Eliyahu Hanavi? Parce que ce soir-là, on espère que se dévoile la Géoula, et on sait que la Géoula est précédée de l'annonce d'Eliyahu Hanavi, Zachor Letov, qui vient très bientôt, Bezat Hashem. On finit le Hallel, on finit la Haggadah, je ne rentre pas dans tous les détails, je vous invite à faire ce qu'on a fait maintenant, à surpasser toute la Haggadah et tous les mitzvot qui concernent la Haggadah. On essaie de manger la fikoman avant Chatzot, et on chante à la fin, Chagadia, Chagadia, Echad miyodea, Echad miyodea. Et il y a une phrase qu'on dit à la fin, c'est la phrase qui va signer notre étude aujourd'hui. On n'a pas pu contourner tous les problèmes de la Haggadah, on en avait beaucoup, Baruch Hashem, de la fête de Bessa Haggadah. C'était le grand cours que je voulais donner avant la fête. Et donc, à la fin de la Haggadah, on dit une phrase qui est la suivante, et que ce sera notre signature aujourd'hui, Bezat Hashem. Chassal Sidur Pesach Kilchato. On a fini le Seder de Pessah comme il fallait. Kechol Mishpato Bechokota, avec tous ces halachot, et on espère ce soir manger du korban, cette année manger du korban de Pessah au Bet Hamikdash. Kaasher Zachinu Seder Oto, quel iske la soto, Zach Shochen Meona, Komem Keal Adad Mimana, Bekarom Nel Nite Kina, Douim Letzion Berina, et là on demande à Kadosh Baruch Hu, il est temps d'amener la Géoula pour le peuple d'Israël. Et on sait que tout ce que Dieu est en train de faire là aujourd'hui, tout le confinement, nous rappelle quelque chose dans l'Égypte. On était confinés aussi en Égypte avant que la Géoula arrive. Là aussi on est confinés parce que la Géoula elle est très proche avec l'aide de Dieu. On n'est pas prophète, mais beaucoup de signes, beaucoup de choses se passent. On espère que Dieu aura pitié de son peuple, il a pitié de son peuple, et que la Géoula se dévoile à Berachamim. On prie tous ensemble, Bezat Hashem, que Dieu guérisse tous les malades, que Dieu donne la Géoula pour le peuple d'Israël, et qu'on voit dans nos yeux le Mashiach Tzidkenu, le troisième Bet Hamikdash éternel, Bimera Be'amenu Amen, Shalom, Lekulam, Yiratzat, Sheibane Bet Hamikdash, Bimera Be'amenu Amen. Shalom, Lekulam.